Madame la ministre de la Santé et de l'Accès aux soins, Monsieur le rapporteur général du budget de la Sécurité sociale, Madame la première secrétaire de la Fédération parisienne du Parti socialiste, Monsieur le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie, qui est là, d'ailleurs, qui arrive, bien sûr, bien à propos, voilà. Monsieur le président de France Asso Santé, Monsieur le PAST, directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie, Madame la directrice du développement des assurances mutualistes à la Mutualité française, Mesdames et Messieurs, chers amis, les présidents des syndicats membres des libéraux de santé, Mesdames et Messieurs les représentants de nos partenaires, et Mesdames et Messieurs, je remercie chacune et chacun d'entre vous de votre présence, malgré les agendas que je sais chargés. Nous sommes heureux de vous recevoir ici, chez les libéraux de santé, pour la première fois. Notre jeune intersyndical, Madame la ministre, pour la première fois, sinon beaucoup d'entre nous ont déjà eu des réunions ici. Notre jeune intersyndical se veut force de proposition et d'innovation du système de santé. Organisation majoritaire des praticiens libéraux, nous avons à cœur de faire vivre la démocratie sanitaire avec toutes les bonnes volontés, comme le montre notre direction de l'UNPS depuis maintenant 2 ans. C'est avec un profond sentiment de responsabilité que je prends la parole aujourd'hui pour ouvrir cet après-midi de réflexion et de débat organisé par les libéraux de santé. La dissolution n'a pas permis de dégager une majorité politique et le socle commun, formé autour du Premier ministre, peine à s'affirmer dans une Assemblée nationale éclatée. Cette situation inédite dans la Ve République coïncide avec le retour des incertitudes économiques et des plans sociaux dans un contexte d'aggravation brutale des déficits publics. Les tensions sur le budget de la sécurité sociale n'ont jamais été aussi vives, avec un déficit de l'assurance maladie qui appelle une mobilisation exceptionnelle de tous les acteurs de santé. C'est ensemble, et pas les uns contre les autres, qu'il nous appartient de construire les réponses pertinentes aux défis posés à notre système de santé pour assurer une réponse solidaire et économiquement soutenable à tous les Français. Il y a urgence à agir. La santé figurait dans les 3 priorités des Français lors de la dernière présidentielle et des législatives qui ont suivi la dissolution. Les Français ont exprimé des inquiétudes légitimes sur l'accès aux soins, que ce soit dans nos territoires ruraux ou dans certains quartiers urbains. La santé reste la première préoccupation des Français. Un récent sondage Ipsos pour le CESE l'a confirmé. La démographie médicale reste un défi majeur, avec des disparités territoriales qui s'accentuent. Les professionnels de santé, qui exercent en ville ou à l'hôpital, sont confrontés à des conditions d'exercice de plus en plus difficiles, professionnellement et humainement. Cette conjoncture particulière exerce une pression considérable sur la structure de notre système de santé, déjà fragilisé par les crises successives que nous avons traversées. Malgré cette situation complexe et parfois anxiogène, les libéraux de santé portent la conviction qu'il est possible d'inverser le cours de la dégradation de notre système de santé. Des actions audacieuses, cohérentes et collectives nous permettront de construire un système innovant, plus efficace et solidaire. Car c'est bien dans l'action que réside notre philosophie, proposer et construire pour agir. C'est ce que nous avons déjà fait avec notre proposition de loi sur la santé, élaborée lors de la dernière élection présidentielle, nos travaux menés en collaboration avec les complémentaires, et nos initiatives sur la transformation des métiers et l'organisation des soins, notamment avec l'équipe de soins centrée, coordonnée avec le patient. J'ai toujours un problème avec le C. Mais cher Gérard, j'ai mis avec le patient. Le récent appel du Premier ministre à un renouveau du dialogue social témoigne de la volonté du gouvernement de renouer avec les partenaires sociaux. Cet appel est une invitation directe à toutes les organisations représentatives des professionnels libéraux de santé à participer activement et de manière constructive à un dialogue élargi, transparent et orienté vers des solutions pertinentes, efficientes et durables. Il ne s'agit pas seulement de répondre à une demande politique, mais d'apporter des réponses concrètes aux attentes des Français qui placent leur confiance en nous. Nous sommes prêts à nous engager dans une relation exigeante et constructive avec l'État et l'assurance maladie. Une relation qui repose sur un pacte conventionnel équilibré, garant de la stabilité et de la pérennité de notre système de soins. Nous avons fait des propositions dans ce sens que vous avez sans doute trouvées sur votre bureau à votre arrivée au ministère de la Santé. Ces propositions de modernisation du pacte conventionnel visent à rééquilibrer les voies et moyens de la négociation afin Frédéric, bonjour. Afin qu'être conventionné ne soit pas un fardeau ou un boulet, mais un deal consenti et positif. Pour les professionnels de santé libéraux, pour les patients,
au service desquels le système de santé est construit, et pour une utilisation plus efficace des ressources humaines et financières. Le projet que nous portons vise à resserrer le cycle des négociations, à rééquilibrer les instances de décision et à clarifier la représentativité des organisations syndicales. Alors, je tiens à souligner que l'Union nationale des professionnels de santé, l'UNPS, a intégré notre proposition et les a retravaillées en concertation avec l'ensemble des syndicats représentatifs des libéraux, avec une large majorité de près de 80%. Contrairement à ce que certains ont mal compris ou déjà oublié parce qu'ils l'ont voté, il ne s'agit nullement d'en remettre en cause la dimension démocratique. D'ailleurs, le consensus est total sur la nécessité de faire évoluer ces modalités et plusieurs scénarios sont sur la table avec comme leitmotiv la proximité, la plus petite circonscription de chaque convention. Notre objectif est simple mais crucial, renforcer la légitimité et l'efficacité des syndicats afin qu'ils aient les moyens d'être des interlocuteurs incontestables en capacité de passer des accords et de les appliquer. À cet égard, c'est une des voies de rééquilibrage du système conventionnel que nous appelons de nos voeux. Alors, comme vous en doutez, Madame la Ministre, je m'apprête à évoquer le projet de loi de finances de la sécurité sociale. Madame la Ministre, vous avez récemment rappelé que chacun doit prendre sa part pour freiner les dépenses de santé. C'est une nécessité à laquelle nous souscrivons pleinement au LDS, mais sous certaines conditions. La première, c'est le respect de cette forme spécifique du dialogue social que constitue la négociation conventionnelle. Malheureusement, et nous le déplorons vivement, le PLFSS contient plusieurs mesures qui vont au rebours des annonces du Premier ministre. Je n'en citerai que deux, je ne citerai pas les amendements. Imposer aux biologistes et aux radiologues une négociation expéditive pour avaliser des baisses de tarifs sous la menace qu'en cas de refus, elles leur seront in fine imposées unilatéralement par la CNAM n'est pas acceptable. Ce n'est en rien l'esprit du système conventionnel. Les LDS soutiennent les biologistes et les radiologues dans ce combat. Il est encore temps de revenir sur cette mesure, ressortie des cartons après avoir été abandonnée, précisément pour restaurer une relation de confiance entre les partenaires conventionnels. La deuxième, c'est créer de nouvelles contraintes administratives destinées à freiner les dépenses de santé. Constitue là encore une atteinte à la négociation conventionnelle. Complexifier n'a jamais été une politique conventionnelle de maîtrise médicalisée de la dépense. C'est du gâchis de temps médical et du gâchis de ressources dont on voit sans peine l'absurdité au moment où les pouvoirs publics mettent des moyens sur la table pour libérer du temps soignant. La deuxième condition au consentement des professionnels à l'effort collectif repose sur la garantie d'application des accords conventionnels signés, sans retard ni remise en cause des enveloppes budgétaires allouées. La confiance entre les acteurs dépend de la transparence et du respect des engagements pris. Vous avez pris soin, dans le PLFSS, de flécher 1,6 milliard d'euros pour l'application de ces accords, et cela doit être souligné. La troisième condition, c'est la pertinence des soins. En la matière, les soins de ville libéraux et les parcours de soins réalisés en ville ont démontré leur efficience. C'est d'ailleurs tout le sens du virage ambulatoire. Mais encore faut-il aller au bout de la démarche. L'augmentation des prises en charge en ville doit être reconnue et saluée comme un succès du virage ambulatoire ou domiciliaire voulu par la stratégie nationale de santé, pas comme une hausse des volumes et dépenses de soins de ville décorrélées trop souvent et trop souvent stigmatisées. La pertinence, c'est aussi l'évaluation. Il faut aussi évaluer de manière rigoureuse et transparente, mais aussi en termes de services rendus à la population, la pertinence de certains dispositifs comme les maisons de santé pluridisciplinaires, les communautés professionnelles territoriales de santé, le service d'accès aux soins et d'autres mesures prévues par l'article 51. Il est fondamental d'analyser ces structures, financées par des subventions publiques, pour déterminer celles qui méritent un soutien accru et celles qui doivent être repositionnées, voire éliminées, en cas de doublon ou d'efficacité insuffisante. Mon propos n'est pas de jeter l'anathème sur tel ou tel outil, mais de se donner les moyens de mieux soutenir ce qui fonctionne vraiment. Et j'ai cru comprendre, à travers les propos du Premier ministre, que c'est aussi la philosophie du gouvernement. Cette démarche d'évaluation doit précéder les négociations interprofessionnelles que vous appelez de vos voeux. Enfin, chacun ici, parmi les 10 syndicats représentatifs membres des libéraux de santé, a apporté sa pierre à la fondation de notre système de santé, reposant sur un modèle assurantiel et solidaire. Nous sommes profondément attachés au système conventionnel qui a permis de solvabiliser l'accès aux soins des patients, d'améliorer la santé publique des Français et de prolonger l'espérance de vie en bonne santé sur la deuxième partie du XXe siècle. La nouvelle étape à construire ensemble tient dans la prévention. Pour transformer à terme
l'assurance maladie en assurance santé. Et c'est par les politiques d'incitation des patients que ces objectifs pourront être atteints. Pas par l'augmentation sans débat de fond du ticket modérateur, la pénalisation des patients, ni la suppression de l'aide médicale d'État. Pour rappel, nous nous sommes engagés très tôt pour la défense de l'aide médicale d'État et lors du la dernière consultation législative aux côtés des étudiants de la FAGE, nous avons pris la parole publiquement sur ce sujet. Nous devons encourager et accompagner les patients. Et pourquoi pas, deuxième fois, cher Gérard, à travers une ROSP patient qui valoriserait l'adhésion au programme de prévention mis en place par l'assurance santé. Puisque les députés ne sont pas parvenus à s'entendre, je tiens à vous assurer que les libéraux de santé suivront de près les débats qui auront lieu au Sénat sur le PLFSS. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous avons repositionné notre rencontre annuelle au mi-temps des débats parlementaires entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Madame la ministre, nous sommes tous conscients ici que la gestion budgétaire actuelle, rustine après rustine, conduit inéluctablement à la déstructuration de l'offre de soins. Le monde a changé, nos patients ont changé, nos pratiques ont changé, nos compétences professionnelles, elles aussi, ont changé. Le vieillissement de la population crée de nouveaux besoins en matière de prise en charge des maladies chroniques et de perte d'autonomie. Les déséquilibres dans l'accès aux soins sont de plus en plus flagrants, au détriment des territoires ruraux notamment. La révolution numérique transforme nos modes d'exercice et les attentes des patients. L'émergence de nouvelles thérapies, souvent coûteuses, pose la question de leur financement et de leur accès équitable. Nous pensons qu'il est temps de redéfinir les équilibres autour d'une nouvelle loi de santé. Madame la ministre, vous avez évoqué la nécessité d'une telle loi et nous partageons cette vision. Cette loi devra apporter une vision ambitieuse et moderne de notre système de santé. Elle devra redéfinir les équilibres entre la ville et l'hôpital en donnant toute sa place aux soins de proximité. Elle devra repenser l'articulation entre prévention et soins en transformant l'assurance maladie en véritable assurance santé, basée sur la prévention et plus essentiellement sur le curatif. C'est en agissant en amont de la maladie que nous pourrons préserver la santé de nos concitoyens. Cette loi devra également clarifier les rôles respectifs de la solidarité nationale et de la responsabilité individuelle dans le financement des soins. Pour construire cette réforme, nous proposons l'organisation d'une grande conférence sociale de la santé. Cette conférence devra réunir l'ensemble des parties prenantes dans un esprit de dialogue et d'innovation. Les financeurs, que sont l'assurance maladie obligatoire et les complémentaires, devront être présents pour repenser les modalités de prise en charge des soins. Les caisses d'assurance maladie, avec leur expertise dans la gestion du risque et leur connaissance fine des territoires, auront un rôle central à jouer. Les représentants des établissements de santé publics et privés devront être associés pour construire de véritables parcours de soins coordonnés. Le secteur médico-social, trop souvent par le parent pauvre des politiques de santé, devra être pleinement intégré à nos réflexions. Les associations de patients, dont la voix est essentielle, devront être entendues pour que les réformes répondent aux besoins réels de nos concitoyens. À force de repousser la mise en œuvre d'une réforme d'envergure, nous risquons de continuer dans l'instabilité qui ouvre la porte à tous les excès, dont celui de la financiarisation. Mais une telle réforme ne peut naître que dans la recherche d'un consensus, le plus vaste possible. Or, aujourd'hui, ceux qui parviennent à construire du consensus et à appliquer des accords sont les partenaires sociaux. Afin de ne pas reproduire le relatif échec du trop vaste Conseil national de la refondation, nous vous proposons donc de missionner les partenaires sociaux, dans lesquels nous nous incluons, pour réfléchir et travailler à cette future réforme afin que le moment venu, les politiques puissent s'en saisir. Nous pensons à une grande conférence sociale réunissant l'ensemble des parties prenantes, sous l'égide du CESE, qui aboutirait à une proposition de loi discutée, puis validée par une convention de citoyens tirés au sort. Cette proposition de loi citoyenne, que nous appelons de nos voeux, devra aboutir à un nouveau pacte social sur la santé aussi ambitieux et visionnaire que celui de 1945. Les libéraux de santé, ainsi que l'ensemble des organisations représentatives que nous fédérons, sont prêts à prendre leur part dans ces transformations. Nous croyons que notre ADN libéral, fondé sur la responsabilité et l'engagement, nous permettra d'organiser cette vaste discussion de manière lucide, apaisée et pragmatique. C'est d'ailleurs le sens même du discours du Premier ministre, et nous devons être au rendez-vous. Nous sommes prêts à nous engager dans une relation exigeante et constructive avec l'État et l'assurance maladie. Cette relation doit reposer donc sur un pacte conventionnel équilibré et rénové qui reconnaît la place centrale des professionnels libéraux dans l'organisation des soins. Nous devons collectivement garantir la stabilité et la pérennité de notre système de soins,
tout en l'adaptant au XXIe siècle, dont un premier quart vient déjà de s'écouler. L'objectif qui nous guide dans toutes ces réflexions est très simple. Il est de garantir à tous les Français un accès à des soins de qualité partout et sur tout le territoire. Nous devons préserver ce qui fait la force de notre système de santé, la liberté de choix des patients et l'indépendance des professionnels, tout en l'adaptant aux nouvelles réalités. Les défis sont immenses, mais nous sommes face à une opportunité historique à saisir pour réinventer notre modèle de santé. Nous avons collectivement la capacité et le devoir de réussir cette transformation. Les libéraux de santé seront au rendez-vous de cette ambition, aux côtés de tous les acteurs de bonne volonté qui souhaitent construire l'avenir de notre système de santé. Je vous remercie de votre attention et souhaite que cette journée soit marquée par des échanges constructifs et porteurs d'espoir pour l'avenir de notre système de santé. Madame la ministre. Merci. C'est à vous. Bien, Monsieur le Président, je vais me permettre de reprendre la liste de salutations que vous avez faite, ce qui va m'éviter d'oublier de saluer les uns et les autres et de vous dire à tous que je suis vraiment très très heureuse d'être avec vous cet après-midi pour lancer vos travaux, c'est ça? Ou vous avez déjà démarré, vous les lancez? Très bien, pour lancer vos travaux qui me paraissent essentiels. Et puis bon, félicitations pour avoir organisé cette interaction entre, en définitive, des acteurs de santé différents dans leur formation, dans leur action sur le terrain, mais dont tout le monde a bien compris que vous étiez une chaîne, en définitive, utile au service de nos concitoyens. Donc cette coopération pluriprofessionnelle me paraît absolument essentielle. Alors vous avez parlé de plusieurs sujets et vous le savez, notre modèle de santé, vous l'avez dit d'ailleurs, repose sur un ensemble entre les structures sanitaires, les structures sociales, médico-sociales et puis les différents modes d'exercice. On peut parler des soins hospitaliers avec hébergement et sans hébergement, puisque l'ambulatoire est de plus en plus pratiqué, les soins de ville, bien sûr, qui sont différents, l'évolution de l'hospitalisation à domicile, qui donne d'autres possibilités aussi pour nos patients. Donc nous avons vraiment un système de santé et de coopération, un système de santé qui en fait à bas bruit se transforme depuis longtemps. Et un besoin de poursuivre cette transformation en incluant tous les acteurs. Quand je dis tous les acteurs, c'est-à-dire pour moi sortir des silos établis, la médecine libérale d'un côté, la médecine hospitalière de l'autre, l'hospitalisation privée de l'autre, le médico-social qui a sa part et peu d'interaction entre les acteurs. Aujourd'hui, ce n'est plus comme ça et ça ne doit plus être comme ça. Et chacun doit trouver sa place dans un réseau utile pour les patients. C'est ça qu'il nous faut construire, c'est ça qui se construit à bas bruit. Et la transformation de notre système va se poursuivre dans cette dynamique que vous accompagnez particulièrement. Et je dois dire qu'il y a un épisode marquant pour tous, pour nous tous ici, qui a été cette crise sanitaire violente qui a secoué le monde entier, notre pays en particulier. J'ai le sentiment que depuis cette crise sanitaire, on travaille mieux ensemble, on se considère différemment et qu'il y a vraiment enfin c'est peut-être un sentiment, vous allez me dire que c'est peut-être pas vrai, mais qu'il y a, qu'il y a en tout cas des ponts et des liens qui se sont créés entre des secteurs qui se parlaient peu avant et qui se considéraient comme des concurrents, alors que moi je veux vous le dire, personne ne doit se sentir en concurrence avec personne, mais tout le monde doit se sentir utile dans un système bien construit. Et la santé, pour moi, et le système de santé, c'est de l'aménagement du territoire. C'est des notions qui ont été souvent beaucoup trop dissociées, c'est-à-dire comment, à l'échelle d'un bassin de vie, eh bien, quelles sont les possibilités d'accès à la santé pour les habitants de ce bassin de vie, d'accès à la santé en nombre suffisant, que ce soit en termes de médecins traitants, que ce soit en termes de structures hospitalières, en termes de maisons médicales, enfin bon, pour avoir un accès aux soins indispensable. Parce que vous avez parlé du libre choix des patients,
excusez-moi, mais il y a des patients qui n'ont pas de choix du tout aujourd'hui. Et pas de choix du tout, ça doit faire partie de nos priorités qu'il y ait un choix justement vraiment pour les patients de pouvoir eh bien, être soignés quand ils en ont besoin et avoir le soin juste quand c'est nécessaire. Donc nous avons cette responsabilité collective et je peux vous assurer que pas encore pris de décision sur une grande conférence sociale de santé. Moi, je redoute un peu les grands machins, je vous le dis, parce que je vois ça, moi, avec mon expérience, enfin, mon expérience, et puis mon observation un peu de la vie politique, de la vie des institutions. Je crois beaucoup au dialogue, je crois beaucoup au dialogue social, je crois beaucoup au partenariat, je crois beaucoup à tout ça. Mais des très grands machins qui monopolisent beaucoup de monde et ensuite qui sont déceptifs pour beaucoup parce que voilà, il faut trouver le bon dosage. C'est ça qui m'importe. À titre personnel, je vous parle, vous voyez, je ne suis pas du tout mon discours non plus parce que ça n'a pas d'intérêt, mais j'ai vécu par exemple à l'échelle régionale la mise en œuvre des plans régionaux de santé, où nous avions à l'échelle départementale, ce coup-ci, des réunions où il y avait à peu près autant de personnes qu'ici, dans chaque département, voire même beaucoup plus. Et en fait, ça a monopolisé beaucoup de temps. Et en fait, il n'y avait pas d'interaction, il n'y avait pas de participation. C'était un peu ceux qui venaient d'en haut qui riaient, qui tombaient sur ceux qui étaient assis. Et j'ai trouvé que c'était très lourd à mener et que c'était et à l'arrivée c'était complexe à mettre en œuvre et à organiser. Donc je crois qu'il faut que nous arrivions. Il y a eu les CNR, nous avons quand même des résultats de ce qui a été fait, qui était une bonne consultation générale et qui était intéressante. Nous avons déjà beaucoup d'éléments. Moi, ce que je voudrais demander à chaque partenaire, c'est pour avoir des éléments complémentaires, c'est que vous fassiez des propositions concrètes. Et ensuite, effectivement, que l'on ait une conférence où on porte ces propositions et que on puisse bâtir quelque chose d'accord, mais quelque chose qui soit assez souple, parce que sinon, aujourd'hui, on me dit que je suis la 8e ministre en 2 ans. Je ne sais pas combien de temps je vais rester, mais vous n'aurez jamais un ministre pour mettre ça en œuvre si c'est quelque chose qui est beaucoup trop lourd. Donc, je souhaite vraiment, moi, il faut qu'on avance. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que nous devons avancer, nous devons continuer d'avancer dans le respect des spécificités de chacun, et nous devons construire ce projet, enfin, cette transformation qui est déjà à l'œuvre. Nous devons continuer de la construire autour, bien entendu, de la prévention d'abord, et de la réorganisation du soin ensuite. Et moi, j'ai besoin de vous et des partenaires. Je ne sais pas quelle sera la méthode pour construire cela, mais sachez que le dialogue, il sera toujours là. Ce ne seront pas des choses venues d'en haut, imposées à chacun, parce que tous les acteurs sont absolument essentiels et il faut qu'ils soient pas que responsabilisés, il faut qu'ils soient aussi les acteurs de cette écriture pour pouvoir faire en sorte que cela se concrétise. Ensuite, vous avez parlé de conventionnement. Le système conventionnel, moi, j'y suis particulièrement attachée. J'y suis attachée parce qu'il permet des avancées. Il permet des avancées, c'est surtout pour moi un rapport de confiance aussi, et de collaboration et de confiance et de responsabilité. Alors, j'ai bien entendu que vous n'aimiez pas, je les connais, moi, les articles. C'est le 15 et le 16. C'est ça, hein? Bon. Non, mais, et le 16 particulièrement. Le 15 aussi, voilà. Bon, moi, franchement, je ne suis pas favorable à la coercition, je suis favorable à la responsabilité. Bonjour. Cet article 15, c'est celui qui met une date butoir, non? C'est ça, hein, pour les discussions? Je ne me trompe pas. Bon, je crois vraiment qu'en fait, il faut y aller. Par exemple, pour les radiologues, il n'y a pas de convention depuis 2021.
bon voilà, il faut y aller en confiance et puis avancer sur ces sujets. Euh, voilà, parce que effectivement, le conventionnement est quand même protège aussi, je crois, la profession. Oui, et que là aussi, la financiarisation, pour moi, est un sujet. C'est un sujet d'inquiétude. Et je crois que nous avons vraiment besoin d'avoir, enfin, il me semble qu'il est nécessaire d'avoir besoin des relations de confiance par du conventionnement, entre les professionnels, bien sûr, la Caisse nationale d'assurance maladie, et nous avons ici, bien sûr, son directeur général, parce que tout simplement, moi, il ne m'a pas échappé que c'est quand même, ce sont les Français qui nous confient aussi les fonds publics que nous mettons, qui sont à disposition de la prise en charge de leur santé, qui nous font confiance pour qu'on leur rende un bon service et qu'ensemble, on doit être là pour rendre ce bon service. Je le dis avec mes mots, mais je le crois très profondément. Donc oui, à l'exercice conventionnel. Donc cet article 15, il n'est pas si méchant que ça. Il suffit de venir négocier avant le 30 avril. Peut-être que 30 avril, c'est un peu juste. Mais il suffit de venir dans cette négociation conventionnelle et je pense que cette date butoir ne sera plus une date butoir. Voilà. Et nous obtiendrons une relation de confiance avec tous. Et puis l'article 16 qui donne des nouvelles contraintes. Bon, moi je ne sais pas comment vous dire aussi, mais on a vraiment besoin de travailler sur la pertinence des soins, bien sûr, la bonne utilisation des médicaments qui sont remboursés et dont les instances ont donné des AMM. Alors, quand je parle des médicaments comme les fameux antidiabétiques que l'on donne pour l'obésité, ce qui n'est pas l'indication, qu'ils ne soient pas remboursés par la sécurité sociale, moi personnellement, je trouve ça logique. Il n'a pas l'AMM pour cette indication. Donc, en plus, je pense que franchement, le fait de prouver ça, ça protège aussi les médecins. Parce que vous savez, on ne connaît pas l'avenir de ces médicaments, on ne sait pas à long terme s'il peut y avoir potentiellement des effets secondaires qu'on n'a pas vus immédiatement, etc. Donc, bon, je ne sais pas à quel niveau, c'est pas un contrôle en fait, c'est simplement indiquer si ce médicament il a été donné dans l'indication, tout simplement parce que dans ce cas-là, il est remboursé et sinon il n'est pas remboursé. Alors peut-être que ce qui a été mis en œuvre est trop complexe. Ça c'est pour certains médicaments et on veut faire ça pour la biologie et pour les transports. Mais ce ne sont pas pour tous les examens. Ce sont que quelques examens. Si j'ai bien compris, je dis peut-être des bêtises, vous me direz, parce que je peux en dire, parce que je ne sais pas encore tout. La biologie, par exemple la vitamine D, il y a une explosion de prescription de la vitamine D. Eh bien, en fait, il y a, je crois, six indications pour prescrire la vitamine D en test biologique. Si c'est hors de ces 6 indications, ben, il n'y a pas de raison que ce soit pris en charge par la sécurité sociale. Donc, voilà, il me semble que ça... Alors, peut-être que la méthode qui est mise en œuvre pour vérifier tout cela est peut-être pas, peut-être trop complexe et pas adaptée. Mais travaillons ensemble pour la rendre plus facile. Voilà, je crois que c'est ça qui est important. C'est pas s'arrêter sur des difficultés. Si la logique des choses mises en œuvre, elle est là, travaillons pour que ce soit le plus simple possible, pour que les contraintes soient les moins importantes, parce que j'ai bien conscience qu'il faut faire gagner du temps soignant à tous. Et ensuite, eh bien, bon, je vous remercie de porter cette responsabilité et puis de m'aider aussi un peu sur ces sujets. Vous avez parlé d'AME, vous avez parlé de tous ces sujets-là auxquels je suis attachée, bien sûr. Je suis attachée tout simplement parce que c'est un sujet de santé publique. Hein. Et c'est un sujet de santé publique pour nos concitoyens. Donc, je veux vous remercier, bien sûr, pour
votre soutien, vos prises de position qui me semblent tout à fait claires et qui montrent que les professionnels de santé sont aussi, comment dire, à la manœuvre et de façon collective et responsable dans ces sujets-là, dans ces sujets de prise en charge. Donc, en fait, je vais conclure en vous disant que nous avons besoin de vous et parce que la transformation d'un système de santé ne se fait pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, par injonction, mais elle se fait aussi par réflexion, collaboration, confiance pour avancer vers ce système de santé efficace afin que nos concitoyens aient des solutions partout sur le territoire. Moi, je suis quand même très inquiète encore dans certains territoires qui sont très dépourvus de professionnels. Je ne parle pas que de médecins. Je peux parler de professions comme les orthophonistes, je peux parler de chirurgiens dentistes, je peux parler de beaucoup de professions qui ont presque disparu de certains territoires et qui mettent en grande difficulté nos concitoyens. Donc il faut que nous construisions des solutions. C'est ce que vous faites dans les CPTS, c'est ce que vous faites dans les services d'accès aux soins, c'est ce que vous faites en coordination, parce qu'il n'y a qu'en coordination que l'on peut travailler efficacement aujourd'hui. Il nous manque des professionnels de santé dans certains secteurs. Dans d'autres secteurs, par exemple, les infirmiers peuvent largement aussi avoir des rôles qui évoluent. C'est la pratique avancée, par exemple. La pratique avancée dans un cadre de coopération dans les maisons médicales de santé, ce sont des bons moyens aussi de libérer du temps médical et de surveiller efficacement les patients. Donc voilà, donc tout ça, il faut que nous poursuivions la construction de ce système de santé et bien sûr que nous travaillons, monsieur le rapporteur général de la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale qui est avec moi, qui est avec nous et je sais que nous partageons beaucoup de ces sujets. Il faut que nous construisions aussi certainement une évolution du financement de tout cela. Donc, construire une transformation, oui. Construire une évolution du financement aussi. Alors, je ne sais pas combien de temps je serai ministre, je le redis, mais ce que je sais, c'est que si on s'arrête au jour d'après, on n'avance jamais. Donc, on ne peut pas être toujours dans la construction de solutions dans l'urgence. Il faut aussi que l'on soit dans des perspectives d'avenir. Donc moi, je veux m'inscrire dans des perspectives d'avenir. Je veux que l'on commence à construire des choses pour laisser aussi après au suivant la possibilité de continuer sur ce chemin. Mais c'est pour moi une vraie volonté et une vraie, pas urgence, mais semi-urgence aujourd'hui quand même. Donc, parce que semi-urgence, parce que je vais terminer par là, parce que vous avez commencé par là. Oui, nous sommes dans on va dire une petite instabilité politique. Mais ça, vous savez, ça évoluera. J'espère vers une plus grande stabilité et puis une bonne stabilité. Une stabilité dans le bon sens, ce que je veux dire moi aussi. Mais ce qui est certain, c'est que nous avons des finances publiques très dégradées et que les PLFSS vont devenir toujours de plus en plus difficiles. Ils vont devenir de plus en plus difficiles parce que la population vieillit, parce que les maladies chroniques sont de plus en plus importantes, parce que donc les prises en charge sont nécessaires et elles sont nécessaires, mais elles coûtent de plus en plus cher. Et donc nous avons aussi une responsabilité collective, d'abord à travailler sur la prévention, vous l'avez dit, ça donnera ses fruits, pas immédiatement, mais c'est un grand facteur d'évolution pour nos finances publiques et surtout, je vous le dis, en priorité pour moi, pour la santé des gens, ce qui est, avant les finances publiques, le plus important. Et donc, nous avons besoin de travailler sur ces secteurs-là et puis ensuite, bien sûr, de faire en sorte de pouvoir continuer à répondre sur le plan du financement, de pouvoir continuer à répondre
à ce besoin exponentiel de soins de notre population. Donc voilà, je n'ai pas les solutions à vous donner aujourd'hui, mais je souhaiterais vraiment que vous continuiez à y participer par votre réflexion, par vos propositions, et que nous puissions ensemble aller vers... alors je ne sais pas si c'est une grande conférence sociale, mais moi je voudrais une conférence sociale utile, voilà, qui débouche sur quelque chose. Et pas des voilà et pas des choses inutiles qui prennent du temps à tout le monde et qui ne sont pas suivies des faits. En fait, vous l'avez compris, je suis pragmatique et je veux des solutions concrètes pour nos concitoyens, mais aussi des solutions concrètes à long terme pour notre pays. Merci beaucoup.